Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Marie-Ève Roy des Vulgaires Machins en direct du Festipod 2021. Juste avant d'aller à la rencontre, on va aller écouter la pièce Anesthésie tirée de Aimer le mal des Vulgaires Machins. Insulter mon intelligence, cultiver mon indifférence, conserver nos esprits immenses dans la bêtise et l'ignorance. On sert l'art comme de la viande, l'amour qu'on me livre est un non-sens. Culture de junkie, y a juste une aiguille sur la bande. Un seul refrain de musique poche, c'est l'overdose à toutes les postes. C'est une illusion qui manipule, qui nous assomme de musique pop. Toujours la même fleur qui émerge, encore et encore le même thème. La distribution du dimanche, c'est la relève qui sert de manche. On sert l'art en abondance pour nous laisser croire que ça change. Culture de junkie, il faut que la masse encore se penche. Le même refrain de musique poche, c'est l'overdose à toutes les postes. C'est une illusion qui manipule, qui nous assomme de musique pop. Anesthésie, simplifier mon exubérance. Culture de junkie, et juste une aiguille sur la bande. Toute l'industrie, les compagnies, puis les radios se remplissent les poches. C'est toujours les mêmes qui payent le prix. Chaque fois qu'elle broille, c'est le jackpot. C'est l'overdose à toutes les postes qui nous assomme de musique pop. Le même refrain de musique poche, c'est l'overdose à toutes les postes. C'est toujours les mêmes qui payent le prix. Chaque fois qu'elle broille, c'est le jackpot. Anesthésie, puis les radios s'emplissent les poches. Anesthésie, c'est l'overdose à toutes les postes. Hey! Salut Festipod! Là? C'est-tu des applaudissements de Festipod ou il y a aussi des punk rockers dans la salle? Hey, ben merci beaucoup d'être là. C'est super cool. En fait, petit résumé, c'est le Clash Podcast. C'est un podcast qui parle de la scène locale punk rock. Donc, faire découverte de plein d'artistes de la relève. Mais aujourd'hui, vu que c'est un événement d'envergure, j'ai voulu y aller avec un invité très spécial. Je vous présente, veuillez accueillir premièrement Marie-Ève Roy. Allô? Donc, sans vendre le punch, évidemment, si vous connaissez un petit peu le punk rock ou même la musique rock en général, un des bands forts du mouvement, puis un qui est peut-être, on va dire presque unanimement, parce qu'il y a tout le temps des détracteurs, mais fans de punk rock vont être fans des Vulgaires Machins au Québec. Donc, c'est un honneur pour de te recevoir. Souvent, qu'est-ce que je fais pour les podcasts? C'est que je creuse un peu dans le passé des gens pour voir leur ancien band et tout. Puis, évidemment, Vulgaires Machins, c'est assez bien documenté. Mais j'aimerais partir d'un point que, comme on discutait un petit peu avant le podcast, que Hugo Mewdy avait son podcast. C'est la seule entrevue que tu as faite en podcast. Puis tu as parlé qu'au début, tu avais un band duo acoustique. Est-ce que c'est ton premier band que tu as eu? Mais en fait, c'est la première
j'ai eu une guitare acoustique, puis j'ai joué avec une amie. Donc, c'était pas un band, là, c'était juste, à l'école secondaire, on avait fait un spectacle sur l'heure du midi. Mais c'était la première truc que j'avais fait. OK, fait qu'il n'y a pas d'enregistrement ou Non, d'affaires non. obscures à retrouver sur YouTube pour écouter ça. Ah, OK, c'est bon. Puis là, c'est ça, là, j'ai vu que tout de suite après... Ben, t'as-tu eu d'autres projets à part lui? Ben, avant le band de cover qui allait devenir justement... Les Vulgaires. ouais. J'ai joué dans un autre band avec... mais on jouait la même tune à chaque reprise. Fait que ça a duré... ça a duré genre 3 mois, puis là, je me suis tannée, puis j'ai lâché ça. OK, mais ça, c'est pas Comic Snuff. C'est un autre. Non, parce que Comic Snuff, c'était Vulgaire OK, Machin. c'est ça. Fait que c'était quoi le nom du band d'une chanson? Lequel? Ton band a une chanson? Il n'y avait pas... Ah! Ben en fait, j'en avais fait un spectacle avec Guillaume parce que c'était pour financer le bal des finissants. Puis on avait appelé ça le voyage dénommé. Parce qu'on faisait des covers d'Eric Stripp. Ah, d'accord, c'est bon. Ah, et puis d'ailleurs, j'ai découvert Eric Stripp grâce à vous autres qui parlez tout le temps de ce band-là. Moi, c'est un band qui est sorti de mon radar totalement quand j'écoutais ça. Donc, merci pour ça. Cool. Puis, c'est ça, la rencontre initiale, disons, entre toi, Guillaume, puis les autres membres, ça s'est fait comment? Parce que j'ai vu que vous êtes là au secondaire, mais vous ne teniez pas nécessairement ensemble avant la toute fin. C'est ça. On s'est connus comme en secondaire 5. Puis Guillaume, ben Maxime, c'est son frère. Fait qu'il avait déjà comme fait de la musique avec lui. Puis moi, j'ai connu Guillaume, dans le fond, à l'été, avant de rentrer en secondaire 5. On s'est commencé à se tenir dans la même gang, là, genre. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on était comme, on a besoin d'un batteur. Fait que on a demandé aux voisins à Guillaume. C'est vraiment très proche. Fait que le premier contact s'est fait à cause que vous vouliez former un band ou c'est venu par après l'amitié qui a commencé, puis le groupe est venu après? Ben, les deux, en fait. On s'est connus, puis tu sais, genre 3 mois après, on voulait former un band. OK. Ouais. Puis ce premier band-là, c'était un band que vous faisiez majoritairement des covers? Ouais. Parce que là, ce premier band-là, en fait, quand Guillaume il m'a dit on se part un band avec 2 autres amis de secondaire, là, c'était des covers qu'on faisait. Tu sais, genre NoFX, Okay. Madonna, on jouait Eric Stripp, là, tu sais, on jouait ça. Est-ce que Puis vous j'avais aviez- pas de guitare, là, tu sais. J'étais comme, OK, on a un jam, faut que j'aille m'acheter une guitare. Tu fais pas arriver avec ta guitare sèche dans un Non, jam c'est punk, t'allais être jugé. Ah, c'est bon? ça. Puis, c'est quoi que ça s'est fait, le déclic? Parce que j'ai aussi lu qu'à un certain point, comme le band de cover, il a brisé, puis Ouais. que les 2 autres qui ont arrêté. Je sais pas si c'est les 2 autres qui ont arrêté ou les 2 autres qui voulaient plus jouer avec vous autres. J'ai Ouais. comme mal compris ce qui s'est passé. La décision de commencer à composer de la musique punk rock, sur le moment, c'était anglais et français. Ça a Ouais. quoi été le déclic pour commencer à faire vos propres tunes? On haïssait ça, faire des covers, je pense. On a toujours haï ça. On dirait qu'on s'est pas posé la question. C'est comme, on se part un band, on écrit des tunes. Puis au début, ouais, il y avait beaucoup, tu sais, c'était que des chansons en anglais parce qu'on dirait que tout le monde, c'est ça qu'on faisait. Puis on faisait des covers de la musique anglophone, fait que... C'est ça. Puis ça, c'était le band Comic Snuff. Ouais, c'est le band. que- C'est ça, c'est le band Comic Snuff. Puis on a fait un show, mais on avait genre 2 chansons en français. Puis pendant le show, on s'est rendu compte que le monde, il avait tellement trippé ces chansons en français qu'on a fait, OK, là, ça n'a pas rapport, là, je chante en anglais. Ah, OK, c'est bon, c'est ça le déclic, parce que Ouais. moi, qu'est-ce que je m'étais fait dire, c'était à l'inverse, que quand vous aviez décidé de vouloir chanter en français, il y avait plein de monde qui disait pourquoi vous faites ça, parce que Ouais. ça va être quétaine ou ça sonnera pas aussi bien que ce que vous faites. Ouais, ben c'est ça. Mais quand on a décidé de faire ça, le monde nous disait, faites pas ça, ça sonnera pas bien, OK. ça sera pas bon. Mais c'est ça, puis là, j'ai une coupe de titres, là, j'ai vu qu'il y avait comme Pizza Song, puis Short Song, Ouais. puis d'autres affaires comme ça. Mais à ce moment-là, quand vous aviez vos premières chansons, le premier enregistrement, est-ce que c'était sur j'ai vu la compile qui s'appelait My Friend Sucks. Ouais. They need a wash ou quelque chose comme ça. It's time to wash. Ouais, it's time to wash. À ce moment-là, vous aviez encore aucun enregistrement, puis vous êtes allé en studio pour enregistrer 2 chansons qui allaient sur cette compile-là. Est-ce que c'était comme une compilation de Granby? Parce que j'ai vu aucune information. Là, je l'ai tapé de toutes les manières, puis j'ai jamais rien trouvé sur le sujet. Ouais, c'était vraiment... Il y avait une scène super forte à Granby quand on a commencé, là, en 94-95. Il y avait plein de locales de musique partout, plein d'amis qui jouaient dans plein de bandes différents. Puis My Friend Stock, c'est comme une couple de musiciens ensemble qui ont comme parti... c'est comme un label, mais en fait, c'était plus pour
comme donner des ressources là, tu sais, aux autres bandes. Puis ils ont décidé de faire une compilation avec toutes les bandes de Granby. Mais c'était qui? Parce que, tu sais, j'ai regardé un petit peu pour savoir c'était qui les bandes de Granby, justement, pour voir où vous vous situez. Puis, tu sais, j'ai vu Indice d'Octane, que je pense qu'ils ont commencé à peu près dans le même moment. Mais c'était quoi les autres groupes à l'époque? Est-ce que vous aviez comme des héros locaux avant de commencer à jouer? Ah oui, il y en a un. Je me rappelle jamais de son nom. C'est-tu Noslum, genre? Ça se peut-tu? Loslov? Noslum. Non. Ah non, je le connais pas. Non. Non, il y avait comme un band métal qui pognait pas mal. Mais sinon, c'était très local, là, tu sais. Les bandes de Granby, on se promenait à Saint-Césaire, on allait à Rougemont. Dans le coin, aux alentours. C'est ça. Là, à ce moment-là, quand que les Vulgaires ont commencé, tu sais, vous avez fait un démo ou un premier album, La vie est belle, en 95 ou 96, c'est ce que j'ai vu. C'était écrit que vous l'avez enregistré dans le salon, dans le sous-sol des parents Guillaume pour 200 $. Ouais. C'était ça que longtemps. Puis c'est comme la seule question que j'ai, c'était le 200 $, elle servait à quoi là-dedans? C'est parce que c'était un 4 tracks, en fait. Oui, c'est ça, à louer la console, en fait. Ah, OK, c'est bon, ça explique bien des choses. Cool. Puis l'élément aussi, c'est que je pense qu'au début, je ne sais pas en quelle année tu es allé au cégep, mais tu es peut-être la seule ou la deuxième que je reçois au podcast qui a comme un profil de l'Union des artistes. Puis la première ligne... La première ligne, ça dit que tu as étudié en musique au cégep de Sherbrooke en chant lyrique. Ouais. Est-ce que tu étais déjà dans les Vulgaires quand tu as décidé d'aller là-dedans ou c'est quand tu étais là-dedans, tu as comme jonglé avec les deux un peu? Non, j'étais déjà dans les Vulgaires. Puis j'avais le goût d'aller étudier la musique. Tu sais, c'était comme la période 24-40. Fait que, tu sais, on commençait, puis j'avais le temps de finir mes études puis d'étudier. Hein. Fait que toi, à 24-40, justement, la décision était déjà prise que vous vouliez vous diriger vers une carrière musicale nécessairement. OK. Quand je suis allée parce que, tu sais, j'ai fait un an de cégep en sciences humaines là, à Granby, puis je capotais. Puis là, quand j'ai annoncé à mes parents que je lâchais tout pour aller en musique, puis qu'après ça, je lâchais ma job pour faire le band, tu sais, c'est comme ça, c'est tout suivi dans ce temps-là. OK. Puis, chant lyrique, en fait, quand tu as étudié là-dedans, parce que je me suis demandé par après, une des signatures, on va dire, des Vulgaires, tu sais, c'est les harmonies vocales. Mm-hmm. Est-ce que, tu sais, ça t'a-tu amené quelque chose ou t'apportais-tu comme un côté, on va dire, théorique à cette construction-là vocale? Est-ce que c'est toi qui as comme amené un petit peu cette texture-là avec ce que tu apprenais en même temps? Ben, en tout cas, ça m'a vraiment développé l'oreille pour les harmonies vocales parce qu'en étant en chant, tu sais, j'avais des cours d'ensemble vocal, de chorale, puis ça me faisait tellement... Ça m'a toujours fait vraiment triper. Puis c'est sûr que, tu sais, après ça, je voulais exploiter ça le plus possible dans Vulgaire Machin, ouais. Puis, tu sais, de comprendre les tierces puis les quintes, ça l'aide parce que il y a des notes qui marchent pas. Mais La vie est belle, quand vous l'aviez faite, vous étiez évidemment indépendant. Vous aviez fait ça DIY dans le salon, dans le sous-sol. La légende dit que... Il y a des légendes. Ouais, c'est moi qui l'appelle de même, mais c'est pas si légendaire que ça. C'est la cassette a resté prise dans le lecteur cassette de Franz de Grimmskunk. Mm-hmm. Puis ils ont été obligés d'écouter la cassette en boucle pendant un bout. Puis finalement, ils vous ont lâché un coup de fil pour... C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Parce qu'on avait été porter une cassette à Simon, qui était celui qui partait le label, dans le fond, de Indica. Puis il nous avait pas rappelé. Puis après ça, j'étais allée voir un show, justement, Grimmskunk était venu à Sherbrooke pendant que j'étudiais là-bas. Puis j'étais allée porter la cassette... à Boris. C'est Boris, c'est dans le char de Boris que la cassette est restée pognée. C'est ça. Puis là, ils l'ont tellement écouté qu'ils ont fini par aimer ça puis avoir le potentiel en nous. À vouloir se battre pour la légalisation du pot aussi après. C'est ça. Est-ce que vous aviez envoyé la cassette puis le démo à d'autres places? Parce que, tu sais, j'ai vu que Indica, je pense, à l'époque, n'existait pas encore. Il allait le lancer, tu sais. Est-ce que les seuls à qui vous l'aviez envoyé puis ça a juste bien tombé? Oui, ça a juste bien tombé. Est-ce que vous avez été les premiers signés? Sur à part probablement Grimmskunk, j'imagine. Ben, il y avait nous, puis il y avait Race. C'est un band qui était... De Toronto. Puis il y avait Guérilla... je m'en allais dire Guérilla Poubelle, mais c'est Guérilla. Je pense que c'est juste Guérilla, qui était sur les Noëls dans la rue, là, je m'en souviens, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'était pas mal tout en même temps. Là. Puis, tu sais, je me rappelle que
pour nous, tu sais, ils rushaient, ça a été long avant qu'ils signent parce qu'on était francophones, puis tu sais, Grimmskunk sont à moitié anglophones, à moitié francophones, puis tous les anglophones, ils catchaient rien à Vulgaire Machin, puis ils voulaient pas, puis tous les francophones, ils se battaient pour qu'on se fasse signer. Vous leur avez prouvé tort, finalement. Ouais, on leur a prouvé tort. Ça représentait quoi signer sur Indica à l'époque? Parce que là, évidemment, le label a pris vraiment de l'ampleur par après, puis les Vulgaires Machins aussi ont pris de l'ampleur, mais pour le jeune groupe que vous étiez, signé sur un label, c'était-tu comme « We made it » ou c'était vraiment juste comme « Ah, ça va continuer à être comme que c'est Ben, on était fous comme rack, là, parce que ça nous a permis vraiment de se développer, tu sais, puis Franz, il a été vraiment quelqu'un de super important dans le groupe, il nous a montré, il nous a montré comment s'accorder, genre, puis comment construire, nous a aidé dans la composition de chansons. Autant le fait que Grimmskunk, après nous avoir signé, nous a traînés partout au Québec dans des salles complètement pleines, là, ça nous a fait connaître assez rapidement. Puis, quand il vous a appris justement à comme écrire les chansons, les créer et tout, un point que j'ai remarqué, parce que sur 24-40, il y a à peu près 5 chansons qui venaient de La Vie est belle, qui ont été enregistrées pour ça. Puis j'ai vu que toutes les chansons qui ont été coupées, c'était ceux qui duraient comme plus que 4 minutes. Fait que c'était-tu parce que c'était des tunes de jam, que ça s'en allait dans toutes les directions, puis qu'il n'y avait pas vraiment de... Non, je pense juste qu'on avait écrit d'autres, puis on a comme choisi juste nos préférés, puis tu sais, on écrivait toutes les chansons, c'est juste qu'on était toujours ouvert aux commentaires de Franz, puis on essayait ses propositions. Okay. C'est quand que ça s'est fait? Parce qu'évidemment, on associe beaucoup, on va dire, la musique punk rock, puis même les Vulgaires Machins aujourd'hui, on sait que c'était un punk engagé, dénonciateur, puis tout. Mais au début, il y avait beaucoup les chansons comme Cocaïnomane, Petit Patapon, Pistache. J'ai vu aussi qu'il y avait La Sécheuse Cannibale qui a été comme sur La Vie est belle. J'ai justement eu Guillaume dans une autre entrevue qui expliquait que lui, au début, c'était faire il trouvait ça le fun de créer des tunes, puis ça faisait rire ses amis, puis c'est un petit peu comme ça qu'il a décidé de commencer à écrire des chansons. À quel moment que ça l'a flippé, puis vous êtes devenu dans le engagé? Parce qu'il y a vraiment eu une progression, comme 24-40, Regarde le monde, puis là, bang, tout d'un coup, c'était vraiment comme, on va dire, 80% des chansons, c'était ça. Bien, je pense que c'est quand on a compris que les gens, ils chantaient nos chansons, puis que, on avait une réception, que les gens, ils écoutaient, puis ils comprenaient, je sais pas comment dire, mais quand tu fais des covers en anglais, des fois, tu comprends pas tant les paroles, puis tu comprends pas l'impact que ça peut avoir, mais le fait de chanter en français, puis de comprendre qu'on pouvait avoir un impact, ça nous a donné le goût. Puis aussi, c'était, quand on a parti Ben, on avait 17, 18 ans, puis on était super fans d'Albert Jacquard, ou, moi, je me rappelle, j'adorais les cours de philo, puis on était déjà comme du monde qui se posait des questions puis qui avait envie de pousser la réflexion plus loin, puis on avait ça en commun, donc on avait le goût de s'engager un peu plus. Puis il y a aussi, vous êtes vraiment passé à comme avoir les textes engagés à, vous aviez fait des associations comme avec Greenpeace, je sais, comme au Merge Table, vous vendiez des livres et tout, justement sur les différents sujets, sur l'environnement, le capitalisme, et puis toutes ces Noam Chomsky puis ces affaires-là. Ça, est-ce que c'est venu en même temps, justement, que vous décidiez de passer à l'engagement? Puis vous avez approché des compagnies ou c'est eux autres qui vous ont approché pour vendre justement les livres? C'est nous, parce que ça s'est tout fait progressivement. Justement, au début, c'était comme innocemment, puis plus on vieillissait, plus on avait conscience du propos qu'on portait. Puis on avait fait un show avec Propagandhi. Ça fait du sens. À Québec, là, je me rappelle. C'était, le Sommet des Amériques. Puis, c'était vraiment... C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Puis, eux autres, ils vendaient des livres. Puis, on était comme, c'est tellement hot de pouvoir pousser la réflexion plus loin puis d'offrir, des livres que nous aussi, on dévorait, là, comme La simplicité volontaire ou Quoi mettre dans son assiette. Mais, le fait de partager ça, on trouvait ça cool. Fait que chaque semaine, on allait chez Éco-Société puis on allait chercher des livres. Puis... Ça a vraiment été un point tournant, je pense, Propagandhi à ce moment-là, avec justement le Sommet des Amériques, parce que ils ont fondé aussi leur compagnie, leur label par après, puis c'était que ça, puis c'était vraiment, on va dire, du punk qui marchait sur la ligne de ses convictions un peu. Fait que ça, j'imagine, est-ce que c'est y a-t-il d'autres bands qui vous ont influencé dans cette mentalité-là? Il y a toujours des choses qui nous influencent de chaque band, là. Mais j'imagine,
Pour ce côté-là, je pense que oui, là, c'est un des plus forts. Là. Puis, Grimmskunk aussi, tu sais, Ouais. quand on était ado, puis qu'on entend... mais moi, qu'est-ce que je me suis demandé, tu sais, des fois, comme on va dire en ce moment, tu sais, ça parle de COVID depuis 2 ans. Tu sais, je veux dire, il y a eu les élections et tout. T'sais, moi, je suis le type de personne que quand un sujet est constamment ramené sur la table, puis qu'on en parle, puis que tout le monde en débat, moi, je sature à un certain point, puis j'étais écœuré d'en parler, tu sais. Quand on est dans un band punk rock que met ça de l'avant constamment, y avait-tu des points que vous étiez vraiment comme écœuré un peu d'être porte-étendard, puis vous vouliez peut-être quasiment retourner à des tunes comme Pizza Song puis Cocaïnoman ou des trucs de même, juste pour comme laisser la lourdeur de côté ou un peu, ou si vous étiez vraiment comme le point élevé tout le temps, puis... Mais ça nous faisait beaucoup discuter, tu sais, Vulgaire Machin, on est un band qu'on parle beaucoup. Tu sais, des fois, on jammait le lundi matin, puis finalement, on passait la journée à parler, puis à débattre d'idées, puis tu sais, il y a des textes que moi, tu sais, moi, j'aime pas la confrontation. Fait que, tu sais, des fois, j'avais peur dans les textes que Guillaume, il sortait, tu sais, j'étais moins à l'aise, puis on en parlait, puis on s'informait, puis... fait que dans ce côté-là, c'était pas lourd parce que c'était comme ça faisait partie de notre quotidien, tu sais. Ce qui était lourd à un moment donné, après toutes ces années-là, c'était que ça soit fort. Oui, mais tu sais, que tu le dis, ça me, tu sais, les chansons que toi tu chantes, j'imagine que c'était celles que tu écrivais aussi dans les vulgaires. Ça dépend. Il y en a que je chantais que c'était Guillaume qui avait écrit. Ou, OK. Parce que, tu sais, justement, tes Ouais. chansons étaient... J'ai l'impression que la majorité était plus dans le tempo, Ouais. un petit peu plus calme. C'est celle qui avait aussi du piano qui arrivait plus tard. Les Ouais. paroles étaient moins directes, dénonciatrices, plus comme, on va dire, émotionnelles, puis sur Ouais. comme qu'est-ce qui se passe. Là, on sait que ben, tu sais, les vulgaires, vous êtes comme pas en hiatus, mais tu sais, c'est une pause jusqu'à temps que vous ayez le goût de ravoir la fougue, puis d'avoir quelque chose à dire, puis de ne pas vouloir vous répéter et tout. Est-ce que ça a pesé dans la balance pour cette pause-là, que vous étiez peut-être tanné d'être tout le temps comme dans le tapis, puis de vouloir parler autre chose que ces affaires-là? Oui, parce que rendu à Requiem, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire après, tu sais, puis on a trippé à faire l'album acoustique, parce que là, c'était comme de réinventer un peu qui on était à travers un autre genre de style. Puis oui, tu sais, moi, j'avais vraiment besoin aussi de trouver mon identité musicale à moi-même, là, tu sais, ma propre identité musicale. Ben c'est ça, parce qu'on va revenir évidemment au Vulgaire Machin, mais je veux aussi pas passer sous silence que tu as aussi 2 albums solo. Tu sais, on en a un ici, là, je sais pas si on peut le montrer à la caméra, multicolore. Le deuxième étant le premier, Bleu Nelson. Puis, tu sais, je regardais un petit peu les dates quand c'est sorti, puis de l'explication que tu viens de donner. Tu as fait un voyage un peu comme en 2009 en Nouvelle-Zélande qui ont inspiré la majorité de l'écriture du premier album. Ouais. Avant ça, quand tu es justement dans les vulgaires, puis vous étiez comme dans le tapis dans les vulgaires, est-ce que tu écrivais déjà des chansons, puis tu les gardais de côté justement parce que ça fitait moins avec le ton dénonciateur qu'il y avait? Est-ce que tu préparais ça depuis longtemps, en fait? Non, je préparais rien parce que quand j'étais des vulgaires, c'était... je suis encore, là, mais tu sais, quand on faisait des albums, tu sais, puis des tournées, c'était 100% ça. Là, j'avais pas le temps pour... J'étais pas capable de dissocier Vulgaire Machin de mes propres choses. Puis aussi, exactement, à travers le band, j'avais de la misère à trouver comment, moi, être, vu que je suis pas quelqu'un qui a le goût de... Je sais pas comment le dire. J'ai le... D'imposer des idées, pas imposer, mais de les pousser trop loin. Non, mais je trouve ça important de débattre des idées, puis tu sais, ça me passionne, puis j'ai le goût de ça, mais tu sais, je suis pas capable d'écrire dans cette façon-là, donc j'avais vraiment de la misère d'aller au bout de mes idées musicales, puis à chaque fois que j'essayais d'écrire, c'était comme moralisateur, ou tu sais, c'est pas ça que je voulais faire, donc tu sais, j'avais comme pas le choix d'essayer de faire mes choses solo pour trouver, tu sais, c'était quoi ma plume en tant que fille, tu sais, comme mais personne. Quand tu as eu la chance de le faire, Ouais. quand on va dire, tu sais, j'imagine ça te trottait dans la tête que tu avais hâte de le faire, c'était quelque chose que tu voulais mettre de l'avant, mais quand tu t'es rendu compte que là, tu pouvais le faire, puis ça faisait, à ce moment-là, j'imagine, comme 20 ans que les vulgaires roulaient, comment tu t'es pas préparé, mais ça a-tu été comme un stress immense ou juste un gros soulagement? Parce que c'était quand même un premier album solo après une longue carrière. Ouais.
Les deux. C'était stressant parce que j'avais plus d'appui de personne. Je recommençais comme à zéro, en fait, même après 20 ans d'expérience. Le fait d'être toute seule, à devoir choisir toutes les gens avec qui je travaille, mes musiciens, mon style, tout, là, mon linge que je mets. Ça, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, de se retrouver tout seul, c'était vraiment stressant. Puis, j'avais pas d'appui non plus financier ou j'avais plus accès à des subventions, j'avais plus rien. Puis, j'ai douté que j'allais être capable de continuer à un moment donné jusqu'à temps qu'ils sortent puis que finalement, ça se passe assez bien pour que je fasse comme « OK, c'est ça que je fais dans la vie. » Jusqu'à 40 ans, j'avais tout le temps un plan B à qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai vu, tu as eu la chance aussi de travailler avec Julien Minot, qui est connu. Puis, à cette époque-là, il avait juste fait, je pense, Fontarabie puis Malajube. Il n'avait pas encore réalisé d'album. Tu été son premier album qu'il a réalisé. Puis, par la suite, là, j'ai vu qu'il a fait Gasoline, Zen Bamboo, puis il en a fait quelques-uns. Est-ce que c'était, justement, vu que c'était la première fois pour vous deux, est-ce que ça a justement mis une ambiance comme propice à le faire pas de stress puis à y aller librement? Oui, ça s'est fait vraiment naturellement. Puis il m'a donné beaucoup confiance en moi. Juste le fait que Julien, quelqu'un que j'admire puis que je considère beaucoup, aime ce que je fais, ça m'a donné le push pour... Est-ce que vous vous connaissiez avant ou c'est vraiment comme vous avez croisés, fait des... ici et là, Malajube n'a pas tant joué avec Vulgaire Machin. Ouais. OK. On s'est connus. Excuse-moi. Non, on s'est connus là, en faisant ça. Mais c'est ça. Puis je voulais savoir, parce que plus vers la fin des Vulgaires, il y a de plus en plus de piano puis de clavier. Ça, est-ce que c'est un instrument que tu jouais déjà depuis... Tu jouais de la guitare comme au cégep et tout ça, ou c'est vraiment venu comme par la bande par après? Non, c'est ça, au cégep, j'étais en chant et en piano. Ah, OK. J'étais pas en guitare. Évidemment, là, c'est mené au deuxième album qui est sorti environ 2 ans et demi, 3 ans plus tard, mais Multicolore. Ouais. Là, j'ai vu que tu as travaillé avec Gus Van Gogh pour lui aussi. Ben, parce qu'en fait, les Vulgaires, je pense que Compter les corps puis Requiem pour les sourds, c'était avec Gus Van Gogh. Mm-hmm. La première fois que vous l'avez rencontré, est-ce que vous étiez déjà comme fan de son travail qu'il avait fait avec Mimum et Morgan Tyler pour faire le lien punk rock, ou c'était vraiment pour le travail qu'il avait fait quand il est devenu réalisateur? Oui, c'était vraiment pour son travail. C'est que j'avais, avant de faire l'album Compter les corps, dans le fond, on cherchait un réalisateur, puis j'écoutais beaucoup de Stills dans ce temps-là, qui est un band montréalais. Puis là, j'ai checké, c'est qui le réalisateur, puis c'était Gus Van Gogh, puis c'est comme ça qu'on l'a appelé puis qu'on l'a contacté. C'est une différente approche. Là. J'ai vu que c'était Pierre Rémillard, je pense, le précédent, qui faisait comme du black metal, du thrash metal, tout ça. Et puis d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Ça, c'était pour Aimer le mal, justement. Oui. J'ai vu que la personne qui l'a mixé ou masterisé, c'est Dale Penner. Ouais. Puis moi, quand je tape Dale Penner, ça sort Nickelback. Ah oui, il a fait Nickelback. Je me suis demandé c'était quoi la décision. Je me dis, il y a sûrement quelque chose d'autre qui a mené Vulgaire Machin à travailler avec le gars qui a travaillé avec Nickelback, mais c'était quoi le lien? Ah oui, je sais pas s'il a fait Nickelback après nous autres ou avant nous autres. Ça, c'est une bonne question, je sais pas. Non, il était super cool, Dale. Puis c'était comme la première expérience avec un réalisateur, puis... on avait juste les moyens de le payer pour qu'il réalise 3 chansons sur Aimer le mal. Puis c'est un gars de Vancouver. Toronto. Lui, maintenant, je pense qu'il habite Vancouver, mais c'est un gars de Calgary, Toronto. C'est pour ça qu'il a fait Nickelback, on sait pas. Ça se peut. Mais c'était indiquant, en fait, qu'il connaissait Dale Penner, puis il nous avait dit « peut-être que ça pourrait être cool avec lui. » Puis effectivement, c'était très cool. Tu sais, parmi le monde avec qui vous avez travaillé, en fait, Multicolore, un truc qui m'a surpris, c'est ça, tu sais, vous êtes retourné avec Gus Van Gogh, puis Werner F. qui a aussi fait, je pense, l'album... Compter les corps, puis aussi l'album solo premier à Guillaume, je pense. Oui. Mais là, j'ai vu pour Multicolore, moi, je ne connaissais pas, puis il y a Like Minds avec qui tu as travaillé, puis quand tu tapes ça, tu vois qu'il y a Snoop Dogg, Kanye West, Avril Lavigne, puis tu sais, c'est vraiment big. C'est-tu des Montréalais? Comment tu as réussi à les connaître? C'est 2 gars qui travaillaient dans le même studio que Goss à New York. Ils louaient, en fait, l'autre espace. Puis quand Goss en avait besoin, ils les engageaient. Puis moi, je les ai rencontrés. Puis 2 gars super chill qui font des beats, puis des sons, puis des... Fait que tu étais à la bonne place au bon moment avant que ça explose. Mais il avait demandé, puis il était entre 2 tonnes de Snoop, un petit peu de Marie-Ève. Il était libre. À ce temps, il habite Los Angeles, genre. Ça. C'est ça. Je pense qu'il peut se le permettre sur le bord de la plage maintenant.
Il y a le... Tu sais, on a parlé de Gus Van Gogh, vous avez enregistré à New York. Est-ce que... Parce que j'ai vu aussi que le trip à New York a été vraiment... tu sais, vous a beaucoup comme inspiré à cause du lieu que vous enregistriez puis comme l'environnement aux alentours. C'était quoi un peu l'ambiance? Parce que vous parlez comme, tu sais, des dive bars, des lancements les galeries de peinture, tout ça qui vous a inspiré que l'art respirait de partout là-bas. C'était quoi le mood pour enregistrer cet album-là? Ben, tu sais, juste le fait Compter que... les cordes, en fait. Ouais, juste le fait que... On a tellement été chanceux de vivre ça, là. Tu sais, on a tapé l'album pendant 2 mois et demi, 3 mois qu'on a été à New York à juste faire ça, là. Tu sais, c'est comme un rêve, là, de pouvoir te concentrer vraiment puis de travailler à tous les jours un peu. Puis, tu sais, il y a eu des moments qu'on ne travaillait pas, justement, pendant 2 semaines parce qu'il y avait d'autres projets qu'il fallait qu'ils finissent, mettons, mais on en profitait, justement, pour aller... on est allé voir le CBGB, c'était pas encore fermé. On s'imprégnait d'histoire puis d'art, ouais. Puis, est-ce que vous avez rencontré des personnes iconiques à ce moment-là, dans ce lieu-là, pendant que vous étiez? Est-ce que vous avez fait des grandes rencontres, justement, artistiques qui ont influencé Compter les corps à un certain point ou indirectement? Non. Aucune personne, non. Non, c'est ça, parce que j'essaie de voir, parce que vous aviez rencontré... c'est Julie Doiron, je crois, oui. de AX Trip, quand vous avez fait une tournée en France. Je ne sais pas si... Là, je parlais de New York, mais y a-t-il d'autres rencontres que toi, personnellement, t'as rencontré, on va dire, dans le milieu punk rock qui t'ont influencé puis que ça t'a comme, pas starstruck, mais que ça t'a fait comme, hey, wow, tu sais, je rencontre finalement cette personne-là? Non, pas tant. Je suis pas tant impressionnée ou fan. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on a joué avec... la première fois qu'on a joué avec NoFX, tu sais, j'ai tellement écouté ça toute mon adolescence que c'était comme... Je checkais tout ce qu'il faisait, tous les petits moves, mais... Est-ce que vous avez eu la chance de faire des tournées? Ben, tu sais, vous avez fait des tournées en France, mais à d'autres endroits, juste dans la francophonie, ou vous n'aviez fait aux États-Unis ou pas du tout? Non, on n'a pas fait de shows aux États-Unis. Il y a, je crois que c'était pendant la période Aimer le mal. Là, je me souviens plus, là, je pense que c'était comme dans Le Devoir ou dans la presse. Puis là, il y avait un article qui comptait qu'à ce moment-là, vous étiez dans les vulgaires 24 heures sur 24. Même où vous habitiez, il y avait comme un studio de pratique en bas. Vous avez fait une tournée, comme on va dire, épuisante en France et tout. Puis, c'était écrit dans l'article où c'était toi qui disais que tu as carrément fait un bad trip dans l'avion. Je ne sais pas si c'était en revenant ou en y allant. C'était quoi qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'était de l'épuisement. Là. Dans le fond, c'est comme un burn-out. Là, quand ça a parti, ça a commencé à Regarde le monde, mais à Aimer le mal, c'était les shows sans arrêt. Puis justement, c'est nous qui gérait le band aussi. Fait que c'était 24 heures sur 24 à la maison. On réglait des affaires. Puis sa route, ça arrêtait jamais. Puis c'était comme too much. Là. Puis dans le fond, les tournées en France, c'est pas... c'est pas des hôtels 5 étoiles, puis tu manges les squats, tout le temps. Ouais, c'est ça. Il y a des tournées plus fatigantes que d'autres, puis celle-là était... C'est à tous les jours que tu joues, puis il y a énormément de routes. Donc, je me rappelle, dans l'avion, en revenant, j'avais comme fait une crise de panique. Là, de comme je peux plus continuer comme ça. Je peux plus. Là, il faut que je prenne un break. Puis, en fait, on arrivait, puis le lendemain, on jouait à Saskatoon, puis j'ai pas été capable de faire le show. Là, le lendemain de Paris, vous étiez à Saskatoon? Ouais, le lendemain d'un mois de tournée, on était à Saskatoon dans un hôtel. Puis j'étais dans la chambre d'hôtel à checker. Comme une crise de panique un peu, puis remise en question. Un épuisement, là, ouais. Même pas une remise en question, c'était juste comme, OK, il faut qu'il se passe de quoi, parce que là, j'ai plus l'énergie. Parce qu'après ça, vous avez pris quand même une couple d'années, je pense, avant de sortir, Compter les corps, vous vous êtes dit, ben là, on va prendre le temps qu'il faut. Mais à ce moment-là, quand tu as eu comme ce burn-out-là, est-ce que ça aurait pu être à ce moment-là qu'un break soit pris, puis que, comme dans un monde parallèle, là, ça a-tu comme failli, on va dire, casser là pour toi, parce que... Ben, ouais. Tu sais, j'ai juste comme tiré à la plug, puis le monde qui m'aidait me disait « Arrête de te demander quand est-ce que tu reviens. » Tu sais, c'est comme si tu avais un gun sur la tempe, là, tu sais, OK, il faut que j'aille mieux, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'on a tiré la plug, genre 5-6 mois, qu'on faisait plus rien, mais Guillaume a continué à écrire, puis... Puis finalement, après 6 mois, j'étais comme « OK, c'est ça que je veux faire, là. » Je sais pas si c'est à peu près en même temps, mais tu sais, je t'en ai un petit peu parlé avant de commencer à enregistrer parce que j'ai justement fait une entrevue il y a quelques semaines ou quelques mois avec Guillaume. Puis, vu que le sujet, c'était plus sur la création et la composition, j'ai pas osé aller plus loin avec le fait qu'il m'a donné. Quand vous avez décidé
de y aller full pin dans le band. Tu souris, là, c'est Ouais, je louche. sais. Puis là, je sais, vu que c'est dit puis déjà enregistré, même si je te repose la question, ça sera pas de ta faute si tu veux pas aller plus loin. OK. Il nous a révélé que quand vous avez pris la décision de vivre du band ou de ne faire que de l'art, il y a eu une période tampon que on va dire de travail illicite qui s'est passé pour Mais là, pouvoir tu pourrais arriver. me faire arrêter. Non, mais plus maintenant, je pense pas qu'ils vont y aller avec la clause grand-père, là, mais Ouais, c'est ça. ouais. Il me contait en fait que vous avez trimé du weed pendant Ouais. des mois pour pouvoir arriver à continuer à vivre de ça, mais Ouais. moi, j'essaie de faire le lien. Qu'est-ce que ça vous a permis de y aller pour vrai? S'il n'y aurait pas eu ça, vous n'auriez pas été capable comme de payer le loyer ou des affaires de même. Mais, tu sais, je pense qu'on aurait trouvé une autre solution. Mais, tu sais, le Ça, je fait me que de pas. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, tu fais OK, j'y vais à Lynn ou. Tu sais, si tu continues d'avoir une job à 40 heures semaine ou d'être à l'école, tu sais, t'as comme pas le temps d'être créatif ou d'y aller à fond, là. Fait qu'on a comme tout lâché. Puis là, on avait un ami qui habitait dans le même loft, qui avait transformé sa chambre. Qui avait des bons contacts. Ouais, qui avait des bons contacts. Tu sais, Ça baissait le loyer, en fait. ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Un petit rabais Ouais. d'aide. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on n'était pas. C'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est quand il a révélé que Indica ne savait pas que vous aviez fait ça. Puis pour moi, dans ma tête, si vous l'aviez Ouais, dit à Indica, ouais. c'était pas bien grave que vous parliez de weed avec eux autres. Là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y avait tout aussi le côté, quand Compter les corps est sorti par après, c'est un petit peu là que vous êtes comme tombé dans le même... Ben, pas dans le mainstream, mais je veux dire dans l'œil du public général. Est-ce que ça a été difficile ou un choc, on va dire, pour vos convictions, faute de mots, comme justement, comme là, comment on fait pour pallier avec la popularité, puis le fait que on veut encore, tu sais, comme j'imagine, les commanditaires sur les gros stages, puis toutes ces affaires-là. Est-ce que vous êtes arrivé à un point que vous avez accepté le compromis parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, il y a des zones grises, là? Ben oui, il y a énormément de zones grises. Puis, tu sais, notre but, ça a toujours été de ne pas chanter non plus dans notre sous-sol ou dans des caves. Tu sais, on a toujours, même à Aimer le mal, tu sais, il y a des vidéoclips qui ont sorti, puis tu sais, on avait des fans qui nous disaient « Mais là, vous jouez à télé, c'est contre. » Puis tu sais, à un moment donné, on croyait pas en ça non plus, là, d'être comme radical, puis de pas arriver à faire des compromis dans la vie. Tu sais, plus tu vieillis, plus tu te rends compte qu'il y en a des zones grises, puis tant que le message, tant qu'on est sincère avec notre message, avec notre art, tu sais, on est bien là-dedans. Ben, tu sais, il y a 2 ans environ, quand tu as été invité pour reciter encore là, ton passage à Sport 30 de Hugo Miodi, Ouais. tu sais, vous avez recommencé à faire des shows après le Rockfest, faire des festivals et tout. Puis t'as dit que vous avez commencé à jammer un petit peu, tu sais, pour vous remettre dedans et tout. Puis là, il y a eu la COVID. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, je me dis, avec justement le côté comme plus nuancé aussi, on va dire, de l'expérience, tu sais, de l'âge puis de les valeurs qui varient. De quoi, tu sais, les vulgaires, vous voulez prendre votre temps pour faire un album, on va dire, comme qui mérite d'être écouté ou tout. Est-ce que vos carrières solo, puis le fait que vous voulez être justement plus zone grise, fait que les thèmes vont changer? Est-ce que c'est des albums qui vont être peut-être des chansons qui pourraient être écrites moins engagées, justement? Ben, ils sont sûrement pas engagés de la même façon que quand on avait 18 ans. Tu sais. Moins Puis- direct. Ouais. Tu sais, ce qui a changé, c'est que maintenant, on a des enfants, puis, tu sais, moi, c'est à travers eux maintenant que je vois, mais où est-ce qu'on s'en va? Puis, tu sais, c'est comme à travers leurs yeux que tout cet engagement-là prend son sens, puis que c'est ça qui change un peu, dans le fond. Puis, tu sais, L'émotionnel est lié beaucoup maintenant. Puis Sam, là, vu que de la manière que tu en as parlé, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'écrit en ce moment. Tu sais, parce que vous disiez que vous alliez sortir quand vous êtes prêt, mais officiellement, il y a quand même un peu de travail qui se fait pour l'instant. On explore, ouais. OK, c'est bon. Non, c'est juste pour comme, mettre un peu de bûche dans le feu. Là, pour, Non, mais on sait pas si ça. Tu sais, on sortira pas quelque chose qu'on n'est pas fier un jour. Fait qu'on se met pas de pression. On n'a pas de. On sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais on a envie de. On a envie de ça un moment donné. Bon, je savais qu'elle allait avoir des fans de ça. Oui, C'est beau, là, faire de la musique smooth, là, un moment donné.
Là, c'est ça, ça fait le chemin inverse. Là. Tu commences à Ouais. t'ennuyer de la Mais distorsion puis de craquer à 10, Mais ça. à 11. Ouais. J'écoutais tantôt l'album acoustique, la dernière sortie, en fait, que vous avez faite. Puis, dans la c'est Et même si, la chanson que vous énumérez un petit peu comme les faits de votre carrière et tout. Puis, pour le monde qui écoute le podcast, normalement, ils savent que je vais lire tous les articles, je vais aller regarder toutes les vidéos, je vais regarder toutes les entrevues. Je suis vraiment comme obsessif-compulsif pour être sûr du moins possible poser les mêmes questions. Puis il y a une phrase dans Et même si qui dit que vous avez aussi menti aux médias. Ouais. À quoi vous faisiez référence? Parce que je me dis, est-ce que moi, quand j'ai lu les affaires, j'ai comme cru quelque chose qui n'était pas vrai, puis vous autres, c'est un running gag où il y a quelque chose vraiment de précis qui est relié à cette phrase-là? Non, il n'y a rien de précis. Peut-être que des fois, on n'a comme pas répondu à des questions, je sais pas, mais il n'y a rien de précis, non. Ah, OK, c'est bon, il n'y avait pas de mensonge. Je pense que ça rimait avec l'autre phrase d'avant, mais c'était pas... Ah, ça se peut, c'est bon. Je suis pas sûre que c'était... Là, je regarde, là, je sais pas si y a-tu... est-ce que Seb Pilon est dans la place? OK, il m'a envoyé sa question par texto, mais je me dis ça aurait été le fun d'y demander qui la pose. C'est ma première question du public. OK. Lui, sa question, c'était dans le vidéoclip Dieu se pique. Celui qui a du patinage artistique, puis c'est comme qu'une chorégraphie de patinage artistique. Il voulait savoir est-ce que ça a été une liberté du patineur de closer le clip en faisant un backflip ou c'était comme vous autres qui avez exigé qu'il fasse un backflip Non, enfin? c'est Puis c'était ça le lui. clou? OK. C'est lui. Il était vraiment hot. Là. Il l'a fait je sais pas combien de fois, le backflip. C'était un gars qui faisait la compétition. Là. Mais c'est ça, c'est qui? J'essaie de voir c'était qui le gars. Je m'en rappelle pas. C'était pas Elvis Stoico, en tout cas, je l'ai pas reconnu. Hein. Non, je m'en rappelle C'est pas. mon seul ton référent nom. de patinage artistique. Ça doit être écrit à quelque part. Non, peut-être Ouais, pas. mais hein? après 10 minutes, j'ai arrêté de chercher, Ouais. là, mais ouais. Sûrement dans les crédits des C'est lui qui a IMDb. il a tout fait la chorégraphie. Il l'a tout inventé. Vu qu'on est déjà dans les clips, ça m'a amené à d'autres trucs. C'était Anéantir le dogme. Tu sais, votre clip, on va dire, qui a fait le plus jasé, vu qu'il avait comme été censuré à Musique Plus, on va dire, paradoxalement, du fait que ça dénonçait des affaires qu'eux autres faisaient eux-mêmes, là, avec l'hypersexualisation et tout. Vous avez travaillé avec François Havard. Puis, tu sais, lui, il est connu pour avoir comme, tu sais, script édité beaucoup d'humoristes, tu sais, dans les années 90, début 2000, les Bougons, il a travaillé avec Falardeau aussi. J'ai pas vu qu'il a réalisé d'autres vidéoclips à part celui-là. C'est quoi l'approche que vous avez avec lui pour qu'il s'accroche aux médias du vidéoclip, ce qu'il n'avait pas fait auparavant de ce que j'ai vu? Ben, c'est que lui, il connaissait en fait. Il connaissait. Tu sais, il a agi plus comme consultant, puis de trouver de quoi allait parler le vidéoclip. Puis il s'est allié avec Daniel Fortin, qui lui avait fait qui avait déjà fait des vidéos. Mais tu sais, c'était pas un gars qui faisait tant de vidéoclips que ça, mais tu sais, c'est un gars très artistique qui fait plein de projets. Ouais, puis qui est collé à ses valeurs aussi, puis qui est vraiment. Ouais. Il n'a pas la langue dans sa poche non plus. Ouais, fait qu'il avait fait ça dans le fond en équipe, les deux. Puis, tu sais, le kick, c'était de rencontrer François Havard, puis de pouvoir avoir son input, son avis sur ça. Puis, il avait poussé ça très, 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 très loin. Nous-mêmes, on a censuré le clip qui après a été censuré. Oui, c'est ça que j'avais vu. Puis, un élément que je trouvais drôle dans cette saga-là, on va dire, c'est que vous avez comme tout été interviewé sur le sujet à le défendre puis à débattre. Mais j'ai jamais vu, je pense que c'est Noémie Yel qui avait fait l'actrice. Ouais. Elle n'a jamais été vraiment comme vocale par rapport à ça. Est-ce que vous savez si elle, de son côté, ça a comme été, tu sais, comment qu'elle l'a vécu? Parce que quand même, elle qu'on voyait dans le vidéo. Ouais. Ben ça s'est bien vécu, tu sais. Je me rappelle que Noémie a joué dans... C'est quoi l'émission, donc, elle jouait? Ramdam. C'est quand même un autre Là, casting quand tu vois le clip. Puis elle était contente, tu sais, parce que le vidéoclip arrivait, puis tu sais, elle avait le goût de casser justement cette image-là de... succès. Puis en même temps, c'était comme le personnage idéal pour représenter ça, tu sais. Mais non, il n'y a pas eu de préjudice ou ça a bien été. Elle était juste pas vocale par rapport à ça, mais... L'autre question que j'ai par rapport à un vidéoclip, ça m'a pas payé hier, puis là, je suis peut-être dans le champ On était complètement. chanceux d'en faire plein de vidéoclips. Ben oui, vous en avez vraiment beaucoup pour vrai. Je pense que vous êtes sûr probablement band punk rock. Ouais, mais même je pense que vous en avez plus que Grimmskunk. Oh non, c'est sûr qu'ils en ont plus que nous autres. On fera le calcul. Okay. On va lancer l'appel. Oui, c'est ça. L'autre affaire, c'est que j'ai vu que dans Petit Patapon, puis j'ai écrit ici, je pense que c'est Dommage collatéral.
dans les deux clips, ça se passe comme dans une maison de quoi. Puis, tu sais, je reconnaissais comme le vieux panneau de bois du sous-sol des années 70. Est-ce que c'était le même endroit? OK. Moi, j'étais comme, j'ai trouvé comme un Easter egg dans un vidéoclip. Là. Non, Petit Patapon, c'était à Laval, genre, puis l'autre, je me rappelle pas, c'était ça, où. Sainte-Dorothée, Laval? Je sais pas. Ah, OK. J'aurais été fier de Sainte-Dorothée natale. Je sais pas, c'est le réalisateur Maxime Giroux. Okay. C'est dans comme son voisin ou je sais pas trop. Quelqu'un. L'autre truc, c'est une question. Je sais pas si Chuck ou Max, vous pouvez me dire combien de temps il reste environ? OK, parfait. Une des questions, ça, c'est une question que tu t'es probablement déjà fait poser, puis là, on dirait que pas dans l'air du temps, mais c'est quelque chose qui revient constamment, la présence des femmes dans le milieu, on va dire, du punk rock dans le cas de ce podcast-là. Est-ce que ta vision à comparer, on va dire, il y a 20 ans versus aujourd'hui, elle a changé par rapport à la perception du manque de présence féminine, justement, dans cette scène-là? Ben, tu sais, moi, quand on a commencé, moi, je tripais sur Les Secrétaires volantes, qu'il y avait une fille, puis... Il y en avait deux même, je pense. Oui, il y en avait deux. Fait que, tu sais, c'était les seuls que je connaissais. Ce que je trouve qui a changé, c'est qu'il y en a beaucoup plus, là, puis qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'assument, puis qui vont dans ce style-là, là. Mais est-ce très cool. Mais... y en a-tu qui t'ont déjà approché puis qui t'ont dit que tu as été une influence pour elles, justement, de faire de la musique? Parce que à un certain moment, j'essayais de penser, fin 90, début 2000, qui y avait dans la scène plus punk rock. Je pensais comme à Overbass, qui était là aussi beaucoup. Peut-être quelques autres bands, mais c'est pas beaucoup. J'imagine, à un certain point, il y a quelqu'un qui est parti à un band parce qu'il t'a déjà vu sur scène. Ou, Ben, j'ai pas de... Il y a plein de filles qui venaient me voir et qui me disaient que je les influençais à jouer de la guitare. Ou, mais quelqu'un qui a fait carrière après, j'ai pas de nom à te donner. Ah, on dit. Non, c'est bon. Mais juste le fait c'est ça. Okay. D'être une fille qui joue dans un band de punk rock, ça a influencé des ados qui écoutaient ça. Parfait. Moi, j'ai pas de misère à croire. Ça a même influencé Goffé, rendu là, ça n'a plus de différence. Vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je veux comme couvrir un petit peu aussi des trucs que tu fais de ton côté personnel comme artiste. Pour faire référence encore au fameux site de l'Union des artistes, j'ai quand même vu des affaires que je savais pas. Faut que j'aille enlever ça. Non, mais attends. Il y avait... mais j'ai vu que tu as étudié aussi en théâtre à un certain point. Je pense que c'était comme dans les années de Requiem pour les sourds environ. Est-ce que tu avais comme justement de l'objectif de mettre cette corde-là sur ton arc puis de faire vraiment du acting comme étant un autre travail en parallèle de la musique? Oui. Je me cherchais un peu, puis ça a été super bon. Là. Ça m'a donné vraiment confiance à être devant les autres, puis à être à l'aise. Mais ouais, j'avais le goût de faire ça. Je fais aussi de la musique, des fois de films, puis de documentaires. Puis le fait... j'avais beaucoup d'amis aussi qui faisaient ça, fait que j'ai essayé de faire ça, mais je me suis rendu compte vite que je voulais pas tant pousser ça. J'avais pas le goût de mettre ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre, d'attendre le téléphone, mettons. Fait que tu as fait juste les 2 courts-métrages, je crois qu'on peut retrouver. Ouais. OK. Tu peux-tu nommer des films ou des émissions dans lesquelles tu as fait la musique? On peut-tu comme aller les écouter? C'est des web documentaires. Je sais pas où est-ce qu'on peut les trouver. C'est aux Ils n'étaient pas sur le site de l'Union des artistes que j'ai consulté. C'est les productions Picbois. Là, j'ai fait 2 documentaires là, puis les films de Sophie Goyette, là, les 2. Un de court-métrage dans lequel j'ai joué, j'avais fait la musique, puis un autre aussi, La Ronde. Ouais, c'était La Ronde et... J'avais noté les 2 ici. Manège. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, exactement. Les autres, c'est Les Voisins. Ou il y a des trucs privés, mettons. Là. Okay. Mis à part ça, tu en as aussi déjà parlé dans les entrevues, tu fais du dessin, de la peinture. Ça, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu poursuis activement? Puis est-ce que tu exposes? Est-ce qu'on peut justement acheter tes œuvres d'art à un certain endroit ou dans une galerie? Non. Aucunement? Écrire en privé puis dealer un prix? Non, mais ça fait une couple d'années que j'ai pas peinturé, mais j'ai déjà fait des expositions à Granby puis dans des salles, mais là, j'ai comme pas de place là, pour en faire, fait que j'en fais pas. mais je veux m'y remettre, par exemple. Dans ma ruelle, il y a quelqu'un qui a transformé son hangar en salle d'exposition.
Puis il y a des vernissages, puis ils ont fait une exposition avec tous les enfants de la ruelle, puis je trouve ça tellement hot. Puis là, j'étais comme, ouais, j'ai le goût de... Tu as vu l'exposition des enfants, oui. puis tu te dis, je peux faire mieux que ça, check-moi aller. Non, mais avec Hugo aussi, Hugo Mewdy, qu'on parlait tantôt, lui aussi, il fait beaucoup d'art, puis de Vous avez peinture. fait des dessins en collaboration, ouais, c'est ça. Fait que je continue d'en faire un peu, mais pas assez à mon goût. Bon, parfait. Je veux juste plugger aussi que j'ai vu que tu avais fait quelque chose aussi en ballet jazz, je pense que j'ai vu, mais j'ai pas de questions par rapport à ça. Ça, c'est quand j'étais petite. J'ai fait de la claquette et tout. Fait que, il remonte jusqu'à ton enfance sur l'Union des artistes pour écrire des affaires sur ton CV. Hein? Non, mais le ballet jazz, c'est pas si jeune. OK. C'est bon. Bon, ben, regarde, moi, Marie-Ève, ça fait pas mal le tour. On va laisser la place au prochain podcast. Je sais pas si, en ce moment, t'écris pour projet solo. On a parlé un petit peu des vulgaires à suivre. En ce moment, j'écris. Je sais pas dans quelle case ça rentre, mais... OK. Parfait. Donc, merci beaucoup. Puis un truc que je veux plugger, vous voyez ici en avant de moi, j'ai 2 albums des Vulgaires Machins. Requiem pour les sourds. Il y en a un qui est à moi. Puis l'autre, je vais le faire signer par Marie-Ève, puis je vais le faire tirer sur mon Patreon, en fait. Puis c'est 3 piastres, mon Patreon, par mois, puis vous avez les épisodes d'avance. Puis là, vous allez avoir la version vidéo de ce podcast-là pour ceux qui l'écoutent par après. Puis... j'ai 13 Patreons. Faites le calcul. Vous avez des fortes chances de gagner, OK? Donc, merci beaucoup. Puis je vous invite aussi, peu importe, là, c'est punk rock que ça parle, mais encouragez la scène locale. Je porte aujourd'hui le chandail du Turbo House, qui est comme une salle indépendante sur Saint-Denis. Puis je vois aussi, là, Charles, que tu as la belle casquette aussi là-bas au loin. Allez écouter du Thick Glasses, justement. Puis, c'est ça, encouragez la scène locale, puis ayez pas peur de partager ouvertement les affaires que vous aimez, parce que souvent, le monde, on voit le nombre d'écoutes qu'on a de nos podcasts, mais jamais personne ne les partage. Tu te dis, sont où ces personnes-là, tu sais? Fait que, gênez-vous pas, parce que le podcast au Québec, je trouve que ça prend du temps à démarrer, puis que ça soit crédible, puis c'est avec des festivals comme ça qu'il faut que ça avance. Donc, merci tout le monde! Merci! Je pleure, je ris, les deux en même temps. La peur revit. J'essaie de passer d'une chose à l'autre, mais je fonds en peine et puis me vautre. Je pleure, je ris, les deux en même temps. J'essaie de penser à autre chose, mais le même film rejoue sans pause. Je cherche